Le livre est paru aux éditions de l'Observatoire. Il est signé de l'avocat Thibault de Montbrial. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Le titre, c'est France, le choc ou la chute à propos de la sécurité. Oui. Mais la chute de quoi? La chute d'un pays? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire dont beaucoup ne mesurent pas la gravité, et qu'il y a effectivement un risque d'effondrement. On n'a pas été très loin en 2023. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis 18 mois, j'ai sillonné le pays comme avocat, bien sûr, lors des procès. J'en profitais pour rencontrer les autorités locales. Avec mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure, j'ai fait 31 réunions publiques en 18 mois. J'ai vu plus de 5000 personnes et des élus locaux. Et comme officier de réserve de la gendarmerie, j'ai fait des périodes où à chaque fois, pareil, je parlais avec les gens, aussi bien les gendarmes dans les voitures que les officiers supérieurs. Et tous me racontent une histoire sur ce qui se passe sur le terrain qui est totalement convergente avec les statistiques officielles. Et donc, il y a une réalité que tous les gens dont c'est le métier mesurent, que la plupart des élus mesurent, et que la superstructure, si on parle un peu comme Marx, du pays, c'est-à-dire quelques centaines de milliers de hauts fonctionnaires, Mm. de journalistes, de politiques, n'assument pas. La plupart ont compris que ça risquait d'arriver en privé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les militaires, y compris au plus haut niveau, en privé, savent que le risque est extrêmement élevé et qu'il y a des scénarios de préparation. Mais dans les programmes politiques, on fait comme si ça n'existait pas. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est témoigner de tout ça et mettre le sujet dans le Mais débat. vous dites que l'insécurité progresse, qu'il y a plus de délinquance, plus de violence, qu'il y a une agression toutes les 3 minutes. L'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lui, il dit en fait, il y a un effet loupe parce qu'il y a des chaînes, et il visait d'ailleurs CNews, qui toute la journée sont sur l'insécurité, l'immigration, les OQTF. Donc on donne l'impression qu'il y a que ça en France et que en fait non, la société n'est pas plus violente qu'avant, il n'y a pas plus d'agressions, il n'y a pas plus d'homicides. C'est simplement un effet loupe. Moi, j'ai été consterné par les propos d'Éric Dupond-Moretti. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais il a été garde des Sceaux pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'il a eu accès à la réalité statistique et à la réalité Elle dit judiciaire. quoi cette réalité alors? Ah bah cette réalité, elle dit que la violence est devenue en France un mode de résolution du conflit banal, que les meurtres et tentatives, puisque ça va ensemble, hein, une tentative, c'est un meurtre, c'est une tentative qui réussit, ont doublé en 10 ans. Comme vous venez de le rappeler, une agression physique toutes les 3 minutes, et surtout une ambiance, y compris sur le terrain politique, parce que c'est toute la société, une ambiance dans les hôpitaux, dans les Hmm. établissements scolaires, D'agressivité. et dans l'hémicycle, d'agressivité qui est désormais même utilisée, exploitée par un parti comme la France Insoumise pour installer une stratégie de la tension dans la vie politique. Donc on est notamment avec l'exploitation de ce qui s'est passé au Moyen-Orient et à Gaza. Donc moi je pense que nous avons tous les clignotants au rouge. On peut encore éviter le problème. Mais Et pourquoi on n'arrive plus à se tenir? c'est pour ça que j'ai écrit le livre, hein. C'est pour Ouais, le d'accord, mais mettre dans le pourquoi on débat. n'arrive plus à se tenir? Ah Pourquoi on en bah, est arrivé là? parce que ça fait 40 ans que, par déni, puis par lâcheté, les différents partis politiques français, et en partie les partis de droite qui auraient dû non seulement tenir des propos sur la loi et l'ordre, mais les appliquer quand ils étaient au pouvoir, ont déçu, qu'on n'a pas vu d'abord par naïveté et ensuite par lâcheté le risque que constituait le changement de population en France avec une immigration arabo-musulmane dont la culture est complètement différente et dont l'assimilation est un échec. C'est une des grandes difficultés. D'ailleurs, je tends la main aux jeunes Français d'origine arabo-musulmane. Et je salue ceux qui se sont intégrés, notamment ceux qui ont rejoint la police, la gendarmerie et l'armée. Et j'appelle les autres à choisir le camp de la République et à ne pas se laisser dans un silence qui est un Oui, silence mais alors, qui sera exploité notamment par les islamistes. vous écrivez, il faut être lucide. La mécanique à l'œuvre en France ressemble à ce qui s'observe déjà en Belgique et au Royaume-Uni. Oui. L'enjeu n'est pas seulement identitaire, l'enjeu n'est pas seulement électoral, il est identitaire et communautaire. L'entrisme ne vise pas à constituer un parti autonome, mais à peser de façon transversale sur l'ensemble du paysage politique. Absolument. Et vous allez le voir au municipal de mars prochain. Vous verrez que sur un certain nombre de listes, quelles que soient les villes et quels que soient les partis politiques, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a deux contre-cultures qui ont donné des coups de boutoir à la République et qui profitent de sa faiblesse. Donc là, on est en train de parler de l'islamisme. L'autre, c'est la grande criminalité organisée. On pourra en parler après si vous voulez. Mais pour rester sur le sujet que vous abordez, sur l'islamisme, il y a la violence,
Mais face à la violence, on réagit. Depuis 10 ans, face au terrorisme islamiste, on a plutôt été assez bon. Mais sur l'entrisme, c'est-à-dire l'exploitation de nos faiblesses institutionnelles et de notre lâcheté dans l'enseignement, à l'université, c'est terrible. Mais donc, en politique, c'est très intéressant de voir que les islamistes essayent de mettre une ou deux personnes 11h30. en position éligible, quelles que soient les étiquettes politiques, aussi bien à droite qu'à gauche. Et parce que, eh bien, il y a des endroits où il y a un enjeu électoral avec un bassin de population qui peut être sensible à ces discours, vous avez des candidats, y compris de droite, qui se laissent séduire en disant oui, en relativisant. Vous savez, ces Qui est accommodements derrière raisonnables. cet entrisme, alors D'autant que les islamistes dont vous parlez, c'est pas la bannière déployée. C'est une nouvelle Non, bien forme, sûr. hein, c'est-à-dire c'est la politique, la fameuse stratégie Oui. de la cravate, c'est-à-dire via des associations qui, dans des mairies de droite, ça va être l'aide aux devoirs avec un espèce de discours de rappel à l'ordre et de retour de l'ordre, et dans des municipalités de gauche, c'est exactement les mêmes, alors sauf que là, ils n'ont pas de cravate, hein, ils ont un vieux sweatshirt dégueulasse pour faire un peu plus bobo du coin, et puis là, ils vont vous tenir un discours sur l'écologie, par exemple, la fameuse écologie pirate de Madame Wassac, par exemple. Il y a Voilà. qu'on- Là, c'est ça. ce qu'on peut dire pour synthétiser, c'est que l'islam politique habile, Ah. utilise tous les codes qui sont attractifs dans la société française pour se dissimuler. Oui, mais Et donc, il faut être lucide et il faut ouvrir les yeux. D'abord, il faut le savoir. C'est une stratégie qui est écrite, qui est théorisée d'abord depuis des centaines d'années au sens large et en tout cas depuis 1927 avec l'apparition des frères musulmans d'abord en Égypte et aujourd'hui un peu partout. Et donc, une fois qu'on a cette lucidité, il y a une grille de lecture du réel sur lequel il faut pas être paranoïaque complètement, mais il faut être Mais très lucide. avant l'islamisme, le français il est surtout confronté dans sa vie de tous les jours à un vol à la tire, à un cambriolage, à une agression parfois gratuite dans les transports, dans la rue, notamment de la part de jeunes, parfois de très jeunes, de mineurs. Oui. Et on a l'impression qu'à chaque fois, il y a une sorte d'impunité. En tout cas, ces jeunes sont souvent multi-condamnés ou en tout cas multi-arrêtés, je ne sais pas si on peut le dire, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. Et la justice des mineurs revient régulièrement dans le débat public et on n'a pas encore tranché, on n'a pas trouvé la solution. La justice des mineurs, c'est un problème absolument majeur et vous avez raison de l'aborder. La jeunesse, c'est la sève d'un pays. C'est ce qui va permettre ensuite d'avoir une structure, des arbres solides, une belle forêt, une structure avec une cohésion républicaine. Il est essentiel de réussir l'intégration républicaine de nos jeunes. Donc sur la question de la justice, il y a une folie récurrente depuis 80 ans, depuis 1945, dans la logique de la justice des jeunes qui consiste à privilégier l'aspect éducatif à l'aspect répressif. Bien sûr qu'il faut de l'éducation, mais le premier face-à-face, la première rencontre entre un jeune délinquant et la justice, c'est une rencontre capitale. C'est le jour où le jeune qui a choisi d'être un délinquant, à qui des gens ont dit, ses parents, ses profs, qu'il fallait qu'il respecte la loi, il la transgresse. C'est le jour de la grande rencontre, de la vérité, entre celui qui a transgressé la loi et le système qui va le punir. S'il sort de cette première rencontre avec un juge, en ayant l'impression que la République ne tient pas la menace de le remettre dans le droit chemin en le punissant, c'est exactement quand vous avez un enfant de 2 ans qui teste ses parents, Voilà. à ce moment-là, eh bien, quand il sort de cette audience, il se dit, bah, en fait, tout ça, c'est des conneries. Les mots qu'on m'a dit, il fallait pas faire de bêtises parce que je serais puni, etc., c'est des faibles. Et donc, je vais continuer et il y a une aggravation. Donc, il faut pas être beau, il faut pas être trop sévère. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a un degré, mais si pour résumer, si ça ne fait pas quelque chose, si le jeune n'est pas entravé, soit dans sa liberté pour les cas les plus graves, il faut qu'il ait un effet au moins tape sur la main et beaucoup plus en Oui, cas mais de violence. alors là, il faut changer toute la culture, toute la mentalité, parce que Ah oui, bien sûr. Mais non, mais par on en exemple, un parlait. jeune de 17 ans qui va commettre un viol, par exemple, mais là, ça- il va être jugé par Oui. un juge pour enfant. Oui. C'est le terme, hein. Bien sûr. Est-ce qu'à D'assises des 17 ans, mineurs. est-ce qu'il est encore C'est cour enfant? d'assises des mineurs quand même à 17 Ouais, ans. mais oui, mais Entre c'est le 16 et juge pour 18 enfants, je veux dire, même le symbole. Mais il faudra même changer l'intitulé. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. D'abord, moi, je suis pour une majorité pénale à 16 ans. Et ensuite, il faut que, déjà, mais vous savez, des choses très simples. On pourrait déjà inverser le principe de l'excuse de minorité. Qu'est-ce que c'est pour que nos auditeurs comprennent? Le principe de l'excuse de minorité, c'est quand vous commettez un crime, les choses les plus graves, ou un délit, et que vous avez moins de 18 ans, la peine encourue est divisée par 2 par rapport à celle pour un adulte. Et il faut une décision spécialement motivée
du tribunal ou de la cour d'assises pour donner une peine correspondant aux adultes. Inversons déjà le système. C'est-à-dire, faisons un système où le juge qui souhaite accorder aux mineurs le bénéfice de cette excuse explique pourquoi. Donc on inverse l'obligation d'expliquer, de motiver, on appelle ça. Bah déjà, ça donnerait un premier Oui, mais signal. ça, la magistrature n'est pas prête. Et Là, la vous remettez en cause, finalement. Vous l'avez dit, 80 ans de... Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un jeune de 17 ans qui commet un viol, c'est qu'avant, ça s'est mal passé, quoi. Il ne faut pas remettre ça en question. Moi, je viens de milieu terrien, paysan. Ouais. Il y avait monsieur le maître, monsieur le facteur, monsieur le docteur, monsieur le gendarme. Le curé. Il y avait aussi peut-être papa et maman. Non, mais il y avait papa et maman qui travaillaient beaucoup. Oui, mais qui assuraient l'autorité familiale. Non, mais il y avait d'autres adultes. Non, mais attendez, qui n'ont jamais fait d'études de leur vie. Et ça n'empêche pas. Non, mais non, je peux laisser-moi parler. Simplement, on avait une obligation de respect. Et ça, depuis tout petit. Et ça ne nous empêchait pas. Papa nous disait, si tu débordes, sois intelligent, ne te fais pas attraper. Ça ne nous empêchait pas de vivre. Ça ne nous empêchait pas de notre liberté d'adolescent. Mais on avait cette crainte et surtout, on savait qu'il y avait une autorité. À chaque moment de notre vie dans la société, il y avait quelqu'un qui avait l'autorité et qu'il fallait respecter. Ou être assez malin pour être avec lui. Mais vous avez tout dit. Mais parce que... Alors, une certaine pensée, puisque vous avez évoqué le fait Tout à l'heure, vous parliez de l'enfant roi. Terminé. Tout à l'heure, vous parliez de l'enfant roi. Je pense que l'enfant roi, malheureusement, C'est le résultat a détruit une autorité, c'est une certitude. Mais il y avait cette crainte, quelque part. Mais une crainte, j'aime bien. Parce que quand on parle de crainte, de suite, on pense Une à crainte la crainte de la bienveillante. peur. Non, ce n'est pas la crainte de la peur. C'est une crainte intelligente. Mais il y avait un quand on a cadre. une élite, C'est parce qu'il y avait un cadre. une élite je voulais y arriver. politique, une élite médiatique qui tient depuis 50 ans un discours qui est le discours de la destruction systématique de toute forme d'autorité, car l'autorité est une oppression, eh ben, l'école s'effondre, le respect de la police s'effondre, la justice s'effondre et l'autorité parentale avec. Alors, moi, j'ai bon cas de figure en tant que... Merci la gauche. Par rapport à la famille, j'avais le cadre familial que je respectais et au milieu du cadre, je faisais ce que je voulais. Et j'ai employé cette méthode même plus loin. Quand j'étais chef d'entreprise, c'est moi qui faisais tous mes entretiens d'embauche. Et donc, on recevait des jeunes de tout bord, de tout milieu. La seule chose importante pour moi que je leur ai expliqué, je lui ai dit, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est qu'il y a un cadre ici. Voilà. C'est moi le chef. Mais c'était terrible. Non, mais c'est pas bienveillant. je leur disais. Ça s'appelle de l'éducation, pas de la punition. Si, oui, mais c'est de l'éducation, mais sauf qu'à oui, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand on sort de ce cadre-là, on viole pas par hasard. Thibaut de Montbrial. Il y a deux choses. Parce que vous avez tout résumé. Mais quand il y a un cadre, le principe de poser un cadre, c'est que quand la personne sort du cadre, il faut qu'il lui arrive quelque chose. Voilà. Parce que si il ne lui arrive rien, le cadre n'existe plus. Maintenant, vous avez demandé tout à l'heure, si on devient criminel à 17 ans, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Aujourd'hui, pour des raisons historiques sur ces dernières décennies, tout le système d'autorité en France s'est effondré. Et moi, ce que je dis simplement dans ce livre, c'est qu'à un moment, il faut faire repartir la roue dans l'autre sens. Si sur le terrain, la police, la gendarmerie et la justice commencent à remettre de l'autorité, ça va créer un cercle vertueux. Les gens dans les hôpitaux, les profs dans les écoles, tout le monde va se sentir de nouveau soutenu. C'est-à-dire qu'il y aura un retour de balancier. Et encore une fois, permettez-moi de le dire, c'est très très important. Je ne prône aucun excès. Je prône simplement le retour à l'application de la loi de la République. La base du pacte social, c'est que l'ordre, et notamment le rapport à la violence, il est géré par l'État. Ouais. C'est la police, la justice et l'armée pour les menaces étrangères. L'autorité n'empêche pas la liberté. Alors, mais l'autorité est la base de la liberté. Alors, si vous n'avez plus de cadre, il n'y a plus de liberté.